Bienvenue au webinaire sur la sécurité et fiabilité de la donnée client. C'est un webinaire qui est organisé par NIO Technologies. C'est le deuxième webinaire CXRM qu'on fait. Et je vais me permettre de présenter déjà Edith, qui est un peu la modératrice, l'animatrice de ce webinaire. Bienvenue Edith. Bonjour, merci beaucoup Claude. Ravi d'animer ce deuxième webinaire. Très bien. Et les invités, on a donc Monsieur David Pressiour, qui est au fait avocat au barreau. Bonjour David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, enchanté. Bruno Barbarin, responsable des opérations chez NIO Technologies. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Un spécialiste de la sécurité, Grégory Stébé de SAP. Bonjour Grégory, bienvenue. Bonjour. Et finalement, last but not least, Laurent Viora-Voisin, qui est le fondateur de Talk Suisse. Bienvenue Laurent. Bonjour à tous. Très bien, je vais reprendre à la fin de ce webinaire pour les questions et les réponses. Donc Edith, the floor is yours. Merci. Voilà, super, merci beaucoup Claude. Je crois qu'effectivement, il y a aussi un enregistrement qui se fait et puis la présentation qui sera disponible, je crois, à la fin de ce webinaire. Donc oui, la sécurité et fiabilité de la donnée client, eh bien, on est effectivement dans le siècle de l'or de la donnée. Au niveau des clients, on a ces données, en fait, elles créent une certaine convoitise. On voit qu'il y a une multiplication de cyberattaques, en tout cas celles qui sont déclarées, parce qu'elles ne sont peut-être pas toutes déclarées. Contre rançon, il y a des paralysies informatiques, voire aussi des paralysies du coup économiques et un vol de données personnelles et sensibles clients. Donc, je dirais que les entreprises sont très concernées aussi vis-à-vis de leurs clients et on a un contexte légal qui est en train de changer. Donc là, effectivement, multiplication des cyberattaques. J'ai lu récemment une statistique qui indique que les entreprises helvétiques entre 2020 et 2021 ont subi plus de 65% de cyberattaques dans cette période-là. Je dirais tout type d'entreprises sont concernées, mais également des communes, des institutions, les universités, les grandes écoles et plus récemment l'université de Neuchâtel, Swisscom. Donc moi je m'adresse en fait j'ai envie de m'adresser à David Pressuir, notre avocat d'aujourd'hui, notre expert juridique, sur la partie en fait déclaration, dans le sens où est-ce que toutes les cyberattaques sont déclarées, qu'est-ce qui est nécessaire de faire ou pas au niveau des entreprises, quelles sont les organisations qui sont finalement soumises à cette signalisation des cyberattaques. Alors, sur cette question, il faut voir de quel point de vue on se pose. Très prochainement, enfin du moins l'année prochaine, vous allez avoir la loi sur la sécurité de l'information, la LCI, qui va entrer en vigueur et qui va mettre en place de nouveaux standards en matière de sécurité de l'information, mais elle va être plutôt applicable à l'administration fédérale et dans une moindre mesure au canton, voire à certaines entreprises qui ont un mandat public. Pour ce qui nous concerne plus principalement aujourd'hui, c'est-à-dire pour des entreprises qui vont faire de la donnée client principalement, notre cadre légal, c'est évidemment la loi sur la protection des données et son ordonnance correspondante qui va fixer, on le verra je pense peut-être un peu plus tard, notamment quand on abordera la NLPD, notamment une annonce de violation quand vous avez une violation de la sécurité des données au préposé fédéral. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir clarifié ce point. Effectivement, on s'occupe aujourd'hui de la donnée client et on a la chance d'avoir Laurent Viora-Voisin qui va nous parler de son entreprise Talk, dans le sens où Talk utilise beaucoup de données clients, utilisateurs, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Talk a mis en place un ensemble de bonnes pratiques sur la protection et la confidentialité des données. Donc, je passe la main à Laurent qui va nous expliquer déjà ce qu'est Talk et comment il fonctionne au niveau de la partie protection, sécurité des données. Laurent, à toi de prendre la main. Merci beaucoup, Edith. Merci à tous. C'est vrai qu'on m'a demandé aujourd'hui de venir ici en étant un tout petit peu le cas pratique.
Et je vais vous présenter comment on utilise les données. On n'utilise pas énormément de données clients, mais on utilise des données personnelles et des données biométriques, des données sensibles. Donc, et à ce titre-là, c'est assez intéressant. On utilise ces données pour permettre à des gens comme vous et moi d'en savoir plus sur leur propre manière de communiquer. Donc, on n'est pas là dans le cas de figure de ce qu'on a connu avec les GAFAM qui nous ont pris nos données, parfois même sans nous demander notre avis. On est là dans l'idée de se dire, OK, si je veux en savoir plus à mon propre sujet, je peux le faire avec le produit qu'on propose. Et je vous montre ce schéma-là parce que derrière la donnée, il y a tout de suite la confiance, hein. On fait confiance à des gens, on ne fait pas confiance à d'autres. Et nous, avec les clients avec lesquels on travaille, on a vraiment essayé d'établir des niveaux de confiance très élevés, y compris dans ce domaine de la technologie. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, très rapidement, on m'a donné 4 minutes, c'est un outil qui décrypte objectivement notre communication et puis une app dans la poche pour la faire décoller. C'est un tout petit peu notre cas d'étude, si vous voulez, dans ce séminaire. Alors nous, ce qu'on propose, c'est très simple, vous le voyez là en 1 minute. On filme une personne en visio, par exemple, c'est ce que vous voyez là, mais ça pourrait aussi se dérouler dans une salle. Et puis en live, simultanément, on va offrir à la personne une analyse de son émotionnel, de la manière dont elle s'exprime avec des langages paraverbaux et des signaux paraverbaux, et également une analyse de sa capacité à développer un message impactant. Si on regarde un Bien, on bout m'a de cette demandé de vidéo, parler de regardez comment ça se conviction passe. personnelle et je souhaite parler de la digitalisation des services. Je suis convaincue que cette évolution technologique offre d'immenses opportunités, et en particulier dans le domaine RH pour alléger la charge administrative et permettre RH. Alors voilà, elle nous a fait un pitch, je l'ai un petit peu accéléré, et puis la solution offre à cette locutrice une analyse de son message autour de la digitalisation en l'occurrence. On voit aussi qu'elle a produit quelques interférences, c'est-à-dire des et tous ces petits accidents verbaux. Mais par contre, elle nous a regardé avec un certain impact et on voit que l'analyse émotionnelle permet de fournir à cette personne une communication qui soit, on va dire, dense, intense et qui va dans le sens de la communication d'impact. Elle peut en plus analyser toute une série de paramètres. Il y a 12 indicateurs dans la solution qui font que ce bilan qu'elle reçoit à ce moment-là lui permet de développer son travail, sa manière de communiquer au fil du temps et surtout lui révèle des éléments invisibles à l'œil nu. Autrement dit, c'est vrai que quand je m'exprime, j'ai de la peine à savoir de quelle manière je conjugue des verbes, j'ai de la peine à savoir si je suis actif ou passif et notre solution va le lui offrir. Alors pour retomber sur la question de la sécurité des données, nous, on a vraiment décidé d'être totalement transparent, c'est-à-dire de se positionner en disant, mais est-ce qu'on arriverait à développer une technologie digitale de pointe en étant très transparent avec les utilisateurs? Pourquoi? Parce que de cette sécurité dépend la confiance qu'ils auront en nous. Et ce contrat nous oblige à être pleinement redevables. Et on leur offre la maîtrise de A à Z de leurs données avec ces 4 principes que vous voyez ici. Une sécurité logicielle qui est déjà conçue à la base de façon à leur donner le pouvoir d'effacer toujours leurs fichiers et même leurs comptes. On a un contrat avec une haute école pour du hacking éthique. On développe évidemment toutes les bonnes pratiques nécessaires par la loi européenne, qui est, on a un juriste qui est là, mais qui est plus élaboré que la loi suisse. Et ensuite, on fait évoluer notre pratique de façon à ce qu'elle permette d'intégrer ce que les clients demandent. Notamment parce qu'on travaille en masterclass, mais on travaille aussi avec une app. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garantir ce haut degré de moralité, d'éthique qu'on s'est donné? Alors, on a des systèmes technologiques qui sont présents. Notamment, vous voyez là notre schéma. Donc, ce qui est entouré de vert, c'est ce que nous pouvons garantir par nous-mêmes, c'est-à-dire en choisissant des prestataires qui sont dans la partie bleue. Et puis en allant évidemment du côté des clients, c'est les devices que vous voyez à gauche en noir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, mais est-ce que nous maîtrisons ce qui est à l'extérieur de ce cercle vert? Et c'est évidemment là qu'on a la confiance qui doit exister avec les partenaires, parce que ce qui est
à l'extérieur de ce cercle vert, nous, on ne le maîtrise pas. Alors même qu'on a des hauts degrés de protection en termes de sécurité informatique avec la double authentification et les éléments que vous voyez là, arrive toujours un moment où quand on sort du cercle sur lequel on a du pouvoir, on n'a plus qu'une chose à faire, et je retombe sur mes pieds par rapport à mon début, c'est faire confiance. Donc on demande que les gens nous fassent confiance et on demande à nos prestataires de la confiance aussi. On espère que ce que nous leur proposons, ils le font vraiment. Merci beaucoup, Laurent. Donc, moi, si je comprends bien, eh bien, tu as tout fait pour être dans le nouveau cadre, je dirais conforme au nouveau cadre légal de la nouvelle loi sur la protection des données, hein, qui se met en place le 1er septembre 2023. Mais il y a quand même cette question des services tiers, hein, c'est-à-dire avec qui on va travailler et comment eux vont traiter finalement les données qui leur sont confiées à un certain moment. Alors, avant d'aborder cette partie d'un point de vue un peu plus technique, j'ai envie de poser la question à notre juriste, à David Pressuire, en lui demandant, mais finalement, déjà en Suisse, où est-ce qu'on en est? Où en sont les organisations et les entreprises suisses par rapport à leur mise en conformité avec la LPD, voire la NLPD? Merci beaucoup, Edith. Bah, écoutez, ça dépend vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une période qui est un peu charnière parce que il y a ces instruments qu'on maîtrise depuis déjà un certain moment. La LPD qui date quand même de 1992 et le RGPD de 2016. Et tout le monde est en train de se préparer à l'arrivée justement en septembre de l'année prochaine de la nouvelle loi sur la protection des données et puis aussi de son ordonnance. On a reçu cet été la version définitive de l'ordonnance de protection des données qui entrera en vigueur et qui a on le verra peut-être un peu plus tard, mais qui a des dispositions très intéressantes sur la sécurité des données. Donc, pour vous présenter très brièvement ce que c'est que ce cadre législatif, vous avez donc le cadre de base, qui est la LPD, qui existe depuis déjà un moment. Je pourrais malheureusement pas vous le résumer en 5 minutes, mais simplement pour vous dire que c'est vraiment donc le cadre réglementaire qui vise à protéger la personnalité des personnes de leurs données et qui va s'articuler autour de plusieurs principes. Vous l'avez là sur le slide, mais des principes généraux comme la licéité, la proportionnalité, la bonne foi, mais aussi des principes très importants, très concrets comme la finalité et la nécessité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec ces données et il faut conserver strictement le nécessaire pendant la durée qui est nécessaire et au-delà de ça, potentiellement les supprimer. Vous avez aussi une obligation de transparence vis-à-vis de la personne concernée, vis-à-vis du client qui doit reconnaître, maintenant avec la NLPD qui devrait être à chaque fois informé de l'existence d'un traitement et de sa finalité. Et puis pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous aviez déjà dans la LPD qu'on connaît actuellement, qui est en ce moment en vigueur, à la fois un principe d'exactitude, c'est-à-dire que chaque responsable de traitement doit prendre des mesures qui sont appropriées pour s'assurer que les données qu'il traite sont exactes et permettre aussi la vérification si ce n'est pas le cas. Et puis vous avez aussi déjà un principe important de sécurité des données qui oblige les responsables de traitement à prendre des mesures organisationnelles et techniques qui soient appropriées pour s'assurer justement de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité et de la traçabilité de ces données. Donc ça, c'est le cadre actuel qui est en place, qu'on maîtrise déjà bien. Et puis, donc l'année prochaine, vous avez cette nouvelle loi qui va apporter beaucoup d'améliorations, qui s'inspire en partie, mais pas que, du RGPD, puisqu'elle a aussi ses spécificités, qui est aussi peut-être un peu plus accessible que le RGPD, qui est quand même relativement complexe et assez aride à mettre en place, ou du moins à comprendre, d'autant plus si on n'est pas juriste. Mais parmi ces nouveautés, vous avez donc là, comme vous le voyez, un devoir d'informer qui est maintenant généralisé. On voit aussi, chaque responsable de traitement va devoir avoir son registre des activités de traitement. On le voyait dans la présentation de Laurent,
la protection des données dès la conception et par défaut. Ça veut dire que quand vous voulez mettre en place un traitement de données personnelles, dès la conception de ce traitement-là, vous devez déjà respecter les exigences réglementaires et vous devez aussi le faire par défaut, c'est-à-dire que tous les réglages en quelque sorte de ce traitement doivent s'assurer qu'on reste dans ce qui est strictement nécessaire. Et puis, autre aussi amélioration qui est aussi importante, c'est la portabilité des données. C'est-à-dire qu'on avait déjà auparavant le droit d'accès qui était donné à toutes les personnes concernées, mais aujourd'hui on va plus loin en disant que quand on donne à la personne concernée, au client qui demande ces données, on lui donne ces données personnelles, il faut s'assurer que ce soit dans un média qui soit couramment utilisé, par exemple quelque chose qui lui permette de lire et de comprendre ces données. S'agissant de la sécurité des données plus particulièrement, il y a aussi un nouveau cadre qui est plus restrictif et qui est important, notamment en matière de communication de données personnelles à l'étranger, où là, dès que vous communiquez des données dans un pays qui n'aura pas un niveau de protection adéquat, par exemple les États-Unis, il faudra prendre des garanties qui soient spécifiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous allez avoir, par exemple, des clauses contractuelles type, des règles d'entreprise contraignantes qui devront être validées par le préposé fédéral. De la même façon, si vous vous trouvez en présence d'un risque élevé quant à la personnalité des personnes concernées, par exemple, si dans le traitement il est prévu des données sensibles à grande échelle ou une surveillance systématique des personnes concernées, alors il faudra, selon la nouvelle loi, prévoir une analyse d'impact. Et si vous avez une violation de la sécurité des données, on voyait tout à l'heure, une annonce au préposé fédéral, voire à la personne concernée si les besoins l'exigent. Autre chose, et puis j'en termine là pour ne pas faire trop long, vous avez aussi cette ordonnance que nous avons sur la protection des données personnelles et qui, pour le coup, je ne rentre pas dans le détail, mais qui règle assez précisément les exigences et les objectifs qu'on doit atteindre en termes de sécurité des données pour arriver à une confidentialité des données, une disponibilité des données, leur intégrité et puis leur traçabilité. Merci beaucoup David pour cet exposé assez complet finalement, parce que effectivement les éléments qu'on avait soulignés, ils étaient plus en relation avec l'expérience client, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse et ce qui est préoccupant aussi pour tout un chacun. Moi, ce qui me semble quand même, c'est que il y a cette histoire de droit d'accès aux données, en particulier par rapport aux services tiers, c'est quand même là où il y a une certaine sensibilité, où il peut y avoir un risque. Donc, si je reprends cet aspect de droit d'accès aux données, je me rends compte, à partir d'un article qui a été écrit par un de vos confrères, David, que effectivement, au niveau de la NLPD, on a clairement la partie consentement, mais qu'en plus, les données que le responsable du traitement a collectées au sujet de la personne concernée, eh bien, peut concerner aussi son comportement dans le cadre de l'usage d'un service ou d'un appareil. C'est-à-dire que là, on est toutefois sur la partie tracking, traçabilité et voire même peut-être trading de données. Alors dans le cadre de Laurent, tout à l'heure, on n'est pas sur le trading de données clairement, mais on peut être sur la partie tracking. Donc là, il va falloir créer de la transparence au niveau du nouveau cadre légal. Et par contre, en revanche, les données personnelles qui seraient recréées à partir de l'usage d'une intelligence artificielle sur la base de données personnelles mises à disposition et que l'entreprise en interne pourrait recréer, ne sont pas concernés par la loi, apparemment. C'est ce que je comprends. Donc, la question, c'est que finalement, quelles sont les limites peut-être du cadre légal, si je peux me permettre ce terme-là? Alors, il y a plusieurs choses que vous avez abordées. Alors, d'abord sur peut-être le transfert de données à des services tiers, et puis sur cette question de tracking ou trading des données,
dans ces cas-là, il faut faire très attention parce que la loi a des prescriptions qui sont très précises en matière de sous-traitance et de sécurité. Dès lors que vous faites appel à un sous-traitant qui va utiliser vos données, qui va aussi les traiter, vous devez vérifier que ce sous-traitant garantit la sécurité des données. Et ça, c'est une obligation qui pèse sur le responsable du traitement. Vous ne pouvez pas juste vous permettre de dire voilà, j'ai transmis en quelque sorte la patate chaude, Oui. ça ne fonctionne pas. Et de la même façon, si ce service tiers est situé à l'étranger, on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des garanties qu'il faut mettre en place au regard de ces données. Et puis sur le tracking, là, il faut être, je pense, vigilant, c'est sur la question du profilage, potentiellement, parce que dès que vous avez un profilage, c'est-à-dire qu'en fait, vous étudiez le comportement du client pour en faire des déductions en termes de marketing, etc. Dès lors qu'il y aura un risque potentiellement élevé sur ce profilage, alors il faudra toujours s'assurer que vous avez le consentement express de la personne pour faire ce traitement. D'accord. Donc, il y a effectivement un besoin d'information, hein, ça va augmenter le besoin d'information de la part de l'organisation de l'entreprise à travers le responsable du traitement vis-à-vis du client, toujours par cette partie consentement. Et effectivement, ça veut dire qu'il y a clairement une question de responsabilité. Et je vais passer justement la parole à Grégory Stébé sur cette partie de responsabilité, parce que finalement, on est sur une responsabilité partagée dans ce système de cloud. Hein. On parlera après peut-être de la partie SaaS. Donc, Grégory, sur justement cette partie, ce modèle de responsabilité partagée, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous expliquer comment il fonctionne ? Oui, alors effectivement, quand on parle de sécurité dans le cloud, moi j'aime bien parler de jeu d'équipe, parce qu'avoir un très bon gardien de but, ça ne suffit pas pour protéger des données. Il faut que toute l'équipe joue en défense, et c'est ce qu'on appelle le modèle à responsabilité partagée. Ça veut dire qu'on va se partager la mise en place de plusieurs mesures de sécurité. Donc par exemple, à l'écran, on a un exemple avec un modèle à 3 joueurs. On a tout à gauche l'hyperscaler qui va être responsable de la sécurité des data centers, la sécurité physique. Au centre, on va avoir par exemple SAP qui est responsable de la sécurité de la plateforme et de l'application. Et puis tout à droite, on a le client qui a aussi toute la responsabilité de plusieurs contrôles, comme par exemple la gestion des accès ou la séparation des tâches. Et donc le client a un rôle important à jouer pour protéger ses données. D'accord, donc en fait, quand on parle de responsable de traitement, le responsable du traitement, il est plutôt du côté de ce que vous appelez le client, le customer, là. C'est lui qui a cette responsabilité-là, si je comprends bien. Les autres ont aussi une responsabilité dans le traitement des données, parce que par exemple, on va faire des sauvegardes, et ça c'est un traitement des données, et les sauvegardes sont de la responsabilité par exemple de SAP, et l'hyperscaler propose aussi les disques durs pour stocker ces sauvegardes. D'accord, donc il y a vraiment un partage de responsabilité. Partage de responsabilité, mais alors, comment fonctionnent par exemple les services en SaaS, hein, parce qu'il y a, je dirais, beaucoup d'entreprises, de très nombreuses entreprises font appel à ces services. On ne sait pas toujours où ils sont hébergés, on ne comprend pas nécessairement toujours comment ils fonctionnent. Alors, dans le cadre du SaaS, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est, je dirais qu'il y a un risque en termes de sécurité là ou pas? Et quelle est la responsabilité, justement, du customer? Dans les services cloud, il y a effectivement plusieurs modèles. Le dernier modèle, qui est le modèle SaaS que vous appelez, c'est un peu le modèle le moins cher. C'est le modèle où le client accepte de déléguer le plus de contrôle. Et donc, lorsque vous acceptez de déléguer le plus de contrôle, vous êtes obligé de faire confiance au prestataire. Alors ensuite, vous avez plusieurs choses à faire encore. Vous pouvez vérifier que le prestataire fait bien ce qu'il dit qu'il fait à travers des audits indépendants, etc.
D'accord, très bien. Donc effectivement, voilà, ça, je dirais, est tenu au même, en termes d'utilisation de services tiers, aux mêmes finalement, enfin pas contraintes, mais aux mêmes éléments hein, juridiques que le cloud quelque part. Ok. On a beaucoup parlé de sécurité de la donnée. Alors, qu'en est-il de la partie fiabilité hein? C'est-à-dire que les données nécessaires versus les données utiles. Si je comprends bien, avec le nouveau cadre légal, David, on ne peut pas juste collecter des données sans expliquer ce qu'on va en faire pour peut-être en cas d'une application future. Hein. Donc ça, les entreprises n'ont pas vraiment le droit de le faire. Exactement. Enfin, s'il s'agit juste de récupérer des données en prévision d'un usage ultérieur, en fait, la réponse est à peu près oui et non, dans le sens où ce serait possible, mais uniquement dans le strict respect du cadre légal. C'est-à-dire que si vous collectez des données pour un usage ultérieur, vous devez vous assurer, comme on l'a vu tout à l'heure, que déjà que cet usage est licite, cet usage est transparent, c'est-à-dire que la personne est informée de cet usage, qu'il est nécessaire, et puis surtout que l'usage ultérieur que vous prévoyez, il soit conforme à la finalité du traitement que vous avez. D'accord, très bien. Et alors, justement, je pense à Bruno. Bruno, toi, tu travailles dans le domaine de l'énergie, la mise en place de compteurs intelligents. Aujourd'hui, les données sont utilisées d'une certaine façon, je crois comprendre au niveau du réseau. Peut-être plus tard, dans je dirais, un usage de ta vérification. Alors, comment toi, tu vois l'arrivée je dirais, de ce nouveau cadre légal par rapport à l'usage des données dans le domaine de l'énergie? Alors, oui, effectivement, on travaille beaucoup dans le domaine de l'énergie avec Néo Technologies et notamment dans le déploiement des compteurs intelligents. Donc, comme vous le savez, chacun d'entre nous aura un compteur intelligent, c'est-à-dire un compteur qui va mesurer la consommation de l'énergie notamment et des données de qualité au sein de chaque appartement et chaque maison. Et du coup, dans un premier temps, ces données sont utilisées pour facturer. Donc, ça fait partie effectivement du travail du distributeur d'énergie qui relève le compteur et qui ensuite va le facturer. Il utilise aussi ces données aujourd'hui pour améliorer la qualité de son réseau et potentiellement faire des travaux. Mais demain, ce distributeur pourrait aussi utiliser ces données pour proposer des nouveaux produits tarifaires, par exemple. C'est-à-dire aller vendre une nouvelle façon ou des nouveaux modes, des nouvelles façons de vendre de l'énergie. Alors, ça pourrait avoir deux utilités avec la crise énergétique qu'on va subir dans les mois qui viennent. Ça pourrait être interprété comme une incitation à consommer au meilleur moment. Et dans ce cadre-là, je dirais, on va rentrer dans la zone grise de est-ce que c'est utile et autorisé de le faire pour permettre un meilleur approvisionnement, une meilleure consommation des gens, ou est-ce que ce sera interprété comme étant une possibilité de développer de nouvelles offres commerciales. Et là, effectivement, je pense qu'on va rentrer dans des zones grises Oui. de la règle et de la LPD telles que décrit par David précédemment. D'accord, oui. Donc là, on parle quand même de zone grise. Mais alors, en plus, il y a la partie fiabilité. Tu parles de qualité de données. Comment aujourd'hui on garantit cette fiabilité, cette qualité de la donnée? Alors, sur la qualité de la donnée, je pense qu'il y a une réflexion qui est encore plus complète et peut-être plus complexe. Ouais. C'est sur la fiabilité de la donnée client aujourd'hui. Ce qu'on se rend compte, c'est dans un certain nombre de services qu'on peut retrouver dans l'énergie ou même dans le secteur public. On a plusieurs systèmes qui permettent de gérer la donnée du client. Ça peut être dans un CRM, ça peut être dans un ERP, ça peut être sur une application mobile. Et finalement, on se rend compte que on a une multiplication de la donnée client et qu'il y a une nécessité à terme, effectivement, pour améliorer la fiabilité de cette donnée, d'avoir une homogénéisation, d'avoir une donnée centrale. Et si on prend des exemples à l'étranger, par exemple, on a France Connect qui a développé effectivement un identifiant unique, encore une fois, avec pour objectif de garantir une identité unique et une fiabilité de la donnée client qui permet d'accéder à quasiment 1000 services, je crois, en France. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, un des moyens
préserver la donnée client et la fiabiliser, c'est effectivement d'essayer de l'unifier et de l'homogénéiser au sein d'un possesseur de la donnée d'un client. D'accord, très bien. Donc effectivement, il y a d'un côté quand même une zone grise hein, et sur voilà, le traitement ou l'usage futur peut-être d'une donnée, et en parallèle, une question quand même informatique hein, avec l'homogénéisation technique hein, finalement de la donnée. Alors, en conclusion, en fait, j'ai envie de vous parler brièvement et puis de poser la question à chacun des intervenants. Sur leur avis par rapport à la responsabilité numérique des entreprises en Suisse. Donc là, je m'appuie sur une étude qui est parue de la part de Ethos, première étude en janvier 2022, qui est basée sur un ensemble de grandes entreprises qui sont cotées en bourse, donc en Suisse. Donc 48 entreprises ont été sollicitées. Je crois qu'une douzaine ont répondu. Et ce qui est important, c'est que sur les 7 principes d'Ethos, le troisième pilier ou le troisième principe s'appuie justement sur eh bien, la protection des données, les problèmes de cyberattaque et comment les entreprises en fait gèrent leurs données et la cybersécurité. Alors c'est un tout petit peu petit, je dirais au niveau peut-être des chiffres, mais vous aurez le lien vers l'étude. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que sur 12 entreprises, eh bien, il n'y en a que 5 qui ont défini un cadre éthique sur la gestion de leurs données. Très peu, encore moins, ont défini comment elles vont utiliser une intelligence artificielle et que le score moyen est de moins de 22% hein, sur je dirais, la conformité, entre guillemets, ou le niveau de mise en place du principe numéro 3. Donc, il y a encore énormément de choses à faire. Et j'aimerais interroger peut-être Grégory, pour commencer, sur quels seraient les facteurs clés pour faire évoluer les entreprises vers, je dirais, une meilleure expérience client adéquate et ceci en conformité avec la loi et dans un cadre sécuritaire. Alors, il y a ce qu'on appelle les frameworks, des cadres de travail internationaux, comme par exemple ISO, qui est quelque chose d'assez connu, ou NIST, par exemple, qui fournissent une vue très détaillée de ce qui est bien de faire et comment on peut même aller plus loin. Donc, je recommande à toutes les entreprises de suivre ces frameworks, d'implémenter les recommandations de ces frameworks. Et ensuite, par-dessus, il y a aussi des recommandations au niveau local et national en fonction du profil de risque des données. D'accord. Quelques petites astuces techniques quand même pour être sûr que le responsable de traitement a ce qu'il lui faut en main. Oui, alors moi, si j'ai 2 conseils, les 2 premiers conseils que je donne, c'est toujours soyez propriétaire de vos clés de chiffrement, si possible. Ça vous permet de maîtriser vos données. Et deuxièmement, pour gérer vos risques tiers, demandez régulièrement des certificats et attestations à vos prestataires qui gèrent les données pour vous. Donc, c'est par exemple des attestations SOC 2 qui sont vraiment complètes, hein, qui sont faites par des auditeurs externes et qui vont noter toutes les déviations à ces standards dont je parlais tout à l'heure, s'il y en a. S'il y en a, regardez-les, lisez-les et puis posez la question à vos prestataires. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation? D'accord. Merci beaucoup, Grégory. Bruno, tu as un avis sur, je dirais, pour conclure, quelques petites astuces que tu pourrais proposer? Ouais, je pense que ce qui est effectivement important, c'est déjà de renforcer la transparence sur les données, comment elles sont utilisées et comment elles sont protégées auprès des différents clients. Après, comme on l'a dit juste avant, effectivement, pour mieux respecter et de mieux en mieux les respecter, on a vraiment besoin de mettre en place aujourd'hui des nouveaux outils pour ne serait-ce par exemple que gérer la suppression des données clients. Comme on disait juste avant, si on a plein d'outils avec la même donnée qui est utilisée à plein d'endroits, le jour où un client demande de la supprimer, comme ça doit être le cas et ça doit être fait, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est un des points importants, c'est renforcer la capacité, la possibilité d'homogénéiser la donnée et de la maîtriser complètement.
D'accord, très bien, c'est très clair, hein, c'est un point clé. David Pressuire, un dernier mot vraiment en quelques secondes pour boucler, pour conclure ce séminaire, puisqu'on est quand même sur la partie du cadre légal. Votre avis, votre dernier conseil pour aujourd'hui? Merci. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je dirais juste que je pense que, vu la marche qu'il y a euh, à franchir pour l'année prochaine et cette réglementation complémentaire qui arrive, je pense que dès que la donnée fait partie vraiment de l'objet de votre entreprise, que vous en traitez régulièrement, pour moi, c'est évident que la mise en conformité à la NLPD doit être vraiment une priorité absolue. D'accord, oui, on se serait attendu à ce type de conclusion, hein. Mais effectivement, on va partir. Je vous remercie déjà tous, hein. Merci beaucoup je dirais, d'avoir joué le jeu de ce webinaire. On passe maintenant aux questions-réponses. Et je te repasse la main, Claude. Merci Edith, volontiers. Du coup, on a déjà reçu des questions durant les 2 dernières semaines. Je pense que Marthe, on va pouvoir passer à la première question. Voilà la première. Comment faire en sorte que la confiance soit une valeur comprise par tous les clients quand on découvre un touchpoint digital? C'est une question qui est liée au parcours client. Qui veut répondre à cette question? On va choisir Laurent peut-être. C'était mon point de départ, la confiance, et on le voit bien, hein, on retombe dessus, hein. C'est évidemment là qu'on va décevoir les gens ou qu'on va les avoir avec, hein. Si je prends un exemple mondial qui nous concerne tous, même s'il est très éloigné et très proche à la fois, c'est WhatsApp, hein. À un moment donné, les gens partent parce que, on n'a plus confiance pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais comme toujours en communication, ça c'est plutôt mon domaine d'expertise, on a toujours cet effet de communication transversale, hein. C'est là que se situe la rumeur, c'est là que se situe la réputation, et puis c'est là qu'on a une perte de valeur sur son produit ou une augmentation de la valeur. On est tous confrontés à ça, qu'on soit grand comme SAP ou tout petit comme nous, parce qu'on est un micro-acteur qui a du potentiel de croissance assez conséquent avec nos différents brevets. Moi, j'ai envie de ne pas trahir les gens. Ça, c'est mon côté humaniste. Moi, j'ai fait de la théologie à la base avant de devenir journaliste et avant de monter différentes boîtes. Je pense qu'on est dans une période où les gens ont besoin d'une digitalisation éthique ou en tout cas claire. Si c'est gratuit, on vend mes données, je veux le savoir. Et puis, je veux pouvoir me positionner par rapport à ça. Et puis, nous, on a décidé de dire aux gens, vous achetez une prestation, nous ne vendrons jamais vos données, mais elle ne sera jamais gratuite, puisque par définition, si on ne les vend pas, la rémunération vient d'ailleurs. Moi, je pense sur ce New Deal de la digitalisation, la confiance comme étant l'élément central. Merci Laurent, très beau mot, New Deal, hein. Donc transparent, clair et chacun sait à quoi il peut s'en tenir. Prochaine question, Marthe. Alors, comment s'assure-t-on que les entreprises annoncent bien les attaques qu'elles ont subies? Sont-elles astreintes à communiquer lors d'un rapport annuel, par exemple, en faisant état de la façon dont les données clientes sont traitées ou alors sont détenues? Moi, je pense que David, c'est une question que tu pourrais peut-être reprendre, non? Oui, exact. Comment s'assure-t-on? En fait, en réalité, ce sera surtout le rôle, parce que comme je le disais, il y a cette nouvelle obligation d'annonce en cas de violation de sécurité dès que vous avez un risque élevé qui est identifié, donc au préposé et puis potentiellement à la personne concernée si la situation l'exige. Maintenant, qui va le contrôler? Ce sera plutôt le rôle du préposé fédéral. Et là, il y a peut-être une certaine inconnue, c'est que c'est sûr qu'on va rentrer dans je pense, un nouveau paradigme où le marché sera plus régulé. Maintenant, de voir comment est-ce que ces contrôles vont être opérés, on le découvrira. Merci David. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes. On va peut-être passer à la prochaine. La question, on se l'attendait à celle-ci, hein. Au fait, en juin 2021, déjà en juin 2021, hein, la Confédération suisse fait une annonce déroutante. Elle choisit des partenaires pour son cloud avec des acteurs étrangers tels que Amazon
IBM, Oracle et Alibaba. Comment analysez-vous cette annonce? Cordialement, Césarée. Merci Césarée pour la question. Et là, je vais vous demander qui a envie de répondre à cette question, parce qu'en fait, cette question est de nouveau revenue d'actualité. On en a parlé dans la presse suisse il n'y a pas longtemps. Qui veut répondre à cette question? Est-ce que peut-être c'est toi, Grégory, qui veut répondre à cette question, vu que tu as un regard peut-être extérieur? Oui, moi, je trouve que le plus les entreprises suisses ont le choix dans leurs hébergeurs et leurs prestataires de services cloud, le mieux c'est. Comme ça, chacun peut faire son évaluation du risque et des bénéfices. Donc, Amazon va proposer des services que Oracle ne propose pas, Oracle propose d'autres services. Et donc, plus on a le choix, le mieux c'est, je pense. D'accord. Juste encore pour paragrapher cette question, il y a donc Amazon Web Services qui a décidé d'implémenter des serveurs en Suisse aussi. C'est aussi un prestataire qui a été choisi par la Confédération. Est-ce que Bruno, toi, tu penses que les prestataires qu'on considère un peu comme méchants GAFA sont plus sûrs que d'autres prestataires? Comment tu vois la chose, toi? Effectivement, je pense que les grands acteurs ont aussi beaucoup plus d'outils à mettre à disposition. On parle régulièrement effectivement de est-ce qu'on doit mettre nos serveurs à l'étranger ou pas. Les serveurs, alors c'est vrai que ça a une touche supplémentaire quand ces grands acteurs ont des serveurs en Suisse, mais globalement, ils savent aussi extrêmement bien se protéger et parfois sont mieux protégés que certains qui ont leurs serveurs, de petites entreprises qui ont leurs serveurs en Suisse. Donc, je pense effectivement qu'il faut regarder ça sous deux aspects. Et comme l'avait dit Grégory juste avant, il faut contrôler les engagements que ces sociétés prennent avec les audits internes ou externes qui peuvent être effectués. Et dans ce cadre-là, on peut normalement être rassuré aussi par les services qui sont proposés. Merci Bruno. Merci. 12h44, merci à tous les invités, merci à toi Edith, merci à tous les participants d'avoir pris le temps de discuter et d'échanger sur cette thématique de la sécurité de la donnée. Une thématique qui en Suisse est très très actuelle, donc on reviendra souvent. Je voulais juste vous dire aussi qu'on va partager donc ce webinaire par email à tous les participants. Et Marthe, comme apparemment il y a certains invités qui se sont connectés un peu tard, peut-être qu'on pourra aussi le partager sur le site LinkedIn. Et je voulais aussi ajouter que pour toute question liée à la sécurité de la donnée, Néo, nous, on peut vous aider. On travaille avec des éditeurs. On a parfois aussi les bonnes réponses à vos bonnes questions. Donc, si vous avez encore envie de nous envoyer des questions, on va chercher d'y répondre. Merci. Merci à tous. Merci à tous, oui, un plaisir, merci. Merci pour l'organisation impeccable. Merci, oui, merci beaucoup. Merci. Donc, n'hésitez pas de nous contacter soit par email, vous avez l'email sur le site web de Néo Technologies, soit par LinkedIn et on répondra à toutes les questions qui sont encore ouvertes. Voilà. Merci, bon appétit.